Mwanza i Afrika karibuni. Naissance et enfance. Tout commence le 18 juillet 1918 dans le petit village de Mvezo, en Afrique du Sud. Un enfant vient au monde dans la tribu Xhosa au sein du clan Madiba. Cet enfant, c'est Rolihlahla Mandela. En langue Xhosa, Rolihlahla signifie littéralement « tirer la branche d'un arbre », mais c'est aussi une métaphore qui veut dire « fauteur de troubles ». Un nom qui, rétrospectivement, semblait prédestiné. Son père, Gadla Henry Mfakaniswa, est un chef local, conseiller du roi des Tembus. Sa mère, Nonkafi Nozekeni, est la troisième des 4 épouses de Gadla. Mandela grandit donc dans une grande famille polygame, entourée de frères et sœurs, dans une atmosphère traditionnelle rythmée par les rites Xhosa. À l'âge de 7 ans, il devient le premier de sa famille à aller à l'école. Son institutrice, suivant l'habitude coloniale britannique, lui donne un prénom chrétien, Nelson. Désormais, il portera ce double nom, Rolihlahla chez les siens, Nelson dans le monde colonial. Mais en 1927, le destin frappe. Son père meurt d'une maladie pulmonaire. Nelson, âgé de seulement 9 ans, perd son repère masculin. Sa mère décide alors de le confier au régent Jongintaba Dalindyebo, souverain des Tembus, qui accepte de prendre soin de lui comme de son propre enfant. C'est un tournant. Mandela quitte son village pour aller vivre dans la cour royale de Kunu. Il y découvre une nouvelle discipline, mais aussi une ouverture sur le monde. Jeune garçon, Mandela écoute avec passion les anciens raconter les histoires de résistance de son peuple contre les envahisseurs blancs. Ces récits de lutte et de dignité allument en lui une flamme, même s'il ignore encore jusqu'où cette flamme le mènera. Études et éveil politique. En 1935, Mandela entre à l'école secondaire de Clarkbury, puis au collège de Hilltown, une institution méthodiste. Là-bas, il apprend la rigueur, l'ordre, mais aussi les valeurs chrétiennes. En 1939, il s'inscrit à l'université de Fort Hare, la seule université réservée aux Noirs en Afrique du Sud. C'est un lieu d'élite où se forment les futurs leaders africains. C'est aussi là qu'il commence à ouvrir les yeux sur l'injustice coloniale. Mais son caractère rebelle se manifeste vite. En 1940, il participe à une protestation étudiante contre l'administration. Résultat, il est expulsé. Furieux, son tuteur royal, Jongintaba, lui ordonne d'accepter un mariage arrangé. Mandela refuse. Alors, avec son ami Oliver Tambo, il prend une décision radicale, fuir à Johannesburg. À Johannesburg, il découvre une réalité brutale. La ville est divisée entre riches quartiers blancs et ghettos noirs misérables. Pour survivre, Mandela enchaîne les petits boulots. Garde de mine, agent de sécurité, clerc dans un cabinet juridique. Mais en parallèle, il reprend ses études de droit par correspondance, déterminé à devenir avocat. C'est dans cette effervescence que naît son éveil politique. En 1943, Mandela adhère à l'African National Congress, ANC, un parti noir qui lutte contre les discriminations raciales. Il y trouve des compagnons de route, Walter Sisulu, Oliver Tambo et plus tard, Albertina Sisulu. La jeunesse noire d'Afrique du Sud bouillonne. Un système d'oppression se met en place, l'apartheid. Mandela comprend qu'il devra consacrer sa vie entière à ce combat. Lutte contre l'apartheid et radicalisation. En 1944, Mandela participe à la création de la Ligue de jeunesse de l'ANC, aux côtés de Sisulu et Tambo. Ils veulent dynamiser le parti, jugé trop timide. Leur devise, action directe, mobilisation de masse, désobéissance civile. La même année, il épouse Evelyn Mays, une infirmière avec qui il aura 4 enfants. Mais l'histoire va bientôt basculer. En 1948, le Parti national, dominé par les Afrikaners blancs, prend le pouvoir et instaure officiellement le système d'apartheid. Un régime raciste, légal, qui sépare les blancs et les noirs dans tous les aspects de la vie. Logement, transport et hôpitaux, même les bancs publics. Les Noirs n'ont aucun droit politique et sont considérés comme étrangers dans leur propre pays. Face à cela, Mandela et l'ANC organisent des campagnes de désobéissance. En 1952,
Mandela devient le visage d'une grande campagne de résistance passive. Il est arrêté plusieurs fois, condamné à des peines de prison avec sursis. Il gagne en notoriété, mais paye un prix personnel. Son mariage avec Evelyn s'effondre. Et il divorce en 1957. En 1956, la répression s'intensifie. Mandela et 155 autres militants sont arrêtés et accusés de trahison. Le procès dure 4 ans. Finalement, Mandela est acquitté, mais le gouvernement resserre son étau. En 1958, il se marie avec Winnie Madikizela, une jeune assistante sociale fougueuse. Elle deviendra plus tard une figure de lutte, mais aussi de controverse. En mars 1960, c'est le choc, le massacre de Sharpeville. La police ouvre le feu sur une manifestation pacifique, tuant 69 personnes. L'ANC est immédiatement interdit. Mandela comprend que la lutte pacifique ne suffit plus. De la clandestinité à la prison. En 1971, Mandela prend une décision historique, créer une branche armée de l'ANC appelée Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation. Il organise des sabotages contre les infrastructures du régime, tout en évitant de viser des civils. Il devient l'homme le plus recherché du pays, surnommé le Black Pimpernel. En 1972, il quitte clandestinement l'Afrique du Sud pour chercher du soutien en Afrique et à l'étranger. À son retour, il est arrêté et condamné à 5 ans de prison. Mais ce n'est que le début. En 1963, la police découvre la cache secrète de l'ANC à Rivonia. Mandela et plusieurs de ses camarades sont accusés de complot et de sabotage. Au procès de Rivonia, Mandela prend la parole. Son discours entre dans l'histoire. Open quote. « J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et atteindre. Mais si c'est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Close quote. En 1964, Mandela est condamné à la prison à vie. Il est envoyé à l'infâme prison de Robben Island. Les 27 ans derrière les barreaux. À Robben Island, Mandela endure l'enfer. Sa cellule mesure à peine 2 mètres sur 2. Il dort sur une paillasse, casse des pierres sous un soleil brûlant, subit humiliation et privation. Il est séparé de sa femme Winnie, de ses enfants, de sa liberté. Mais il refuse de se briser. Au contraire, il transforme la prison en université de la lutte. Avec ses camarades, il organise des cours, des débats, des lectures. Il apprend aussi l'Afrikaans, la langue de ses geôliers, pour mieux comprendre son ennemi. Pendant ce temps, dehors, la résistance continue. Winnie Mandela devient la voix de son mari. Elle milite, galvanise les foules, mais finit aussi par dériver dans des pratiques violentes qui entacheront sa réputation. Les années passent. Le monde commence à s'indigner. Les Nations Unies condamnent l'apartheid. Des mouvements de solidarité naissent partout. Le slogan « Free Nelson Mandela » devient universel. Mandela devient le symbole vivant de la lutte, même depuis sa cellule. Il n'est plus seulement un homme, il est devenu une légende. En 1992, il est transféré à la prison de Pollsmoor, puis en 1988 à la prison Victor Verster. Là, ses conditions s'améliorent légèrement. Les pressions internationales s'intensifient. L'économie sud-africaine s'effondre. Le régime comprend qu'il doit négocier. La libération et la fin de l'apartheid. Le 11 février 1990. Après 27 années de captivité, Nelson Mandela franchit enfin les grilles de la prison. Main dans la main avec Winnie, le poing levé, il salue une foule en liesse. Le monde entier retient son souffle. Mandela est libre. Mais il ne prêche pas la vengeance. Au contraire, il appelle à la réconciliation. Il rencontre le président Frédéric de Klerk. Ensemble, ils négocient la fin de l'apartheid. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. En 1993, Mandela et de Klerk reçoivent le prix Nobel de la paix. Puis vient le moment historique, avril 1984.
Pour la première fois, les Noirs d'Afrique du Sud ont le droit de voter. Des millions d'hommes et de femmes patientent des heures pour glisser leur bulletin. Résultat, Nelson Mandela est élu premier président noir d'Afrique du Sud. La présidence. Mandela devient président à 75 ans. Son gouvernement d'unité nationale inclut même ses anciens ennemis. Il met en place la commission Vérité et Réconciliation, dirigée par l'archevêque Desmond Tutu. Le but, révéler les crimes de l'apartheid, permettre aux victimes de témoigner et aux coupables d'obtenir le pardon en échange de la vérité. Mandela investit dans l'éducation, la santé, le logement. Il tente d'unifier un pays profondément divisé. Symbole de cette unité, en 1995, il soutient publiquement l'équipe de rugby sud-africaine, les Springboks, longtemps symbole des Blancs. Lors de la finale de la Coupe du monde de rugby, Mandela apparaît au stade, portant le maillot vert des Springboks. La foule, majoritairement blanche, scande son nom. Un moment de réconciliation historique. En 1989, fidèle à sa promesse, Mandela se retire après un seul mandat. L'icône mondiale et les dernières années. À sa retraite, Mandela devient une icône mondiale de paix et de justice. Il crée la fondation Nelson Mandela, qui lutte contre la pauvreté, le sida et l'injustice. Mais sa vie personnelle reste complexe. Son mariage avec Winnie se termine par un divorce en 1996. En 1938, il se remarie avec Graça Machel, veuve de l'ancien président mozambicain Samora Machel. Au fil des années, sa santé décline. Mais il reste une voix respectée, intervenant sur les conflits internationaux, plaidant pour la paix et défendant la dignité humaine. La mort d'un géant. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteint à Johannesburg, à l'âge de 95 ans. L'Afrique du Sud et le monde entier sont en deuil. Des centaines de chefs d'État, de personnalités et de citoyens viennent lui rendre hommage. Barack Obama dira « Il n'appartient plus à nous. Il appartient à l'éternité ». Mandela repose aujourd'hui dans son village natal de Kunu, là où tout avait commencé. Nelson Mandela n'a pas seulement été un homme politique. Il a été le symbole vivant de la lutte contre l'oppression. Un homme qui a sacrifié 27 ans de sa vie en prison, mais qui, une fois libre, a choisi la paix plutôt que la vengeance. Son héritage est universel. Il nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe toujours une lumière. Et que parfois, un seul homme peut changer le cours de l'histoire.